Le tilleul diffuse une douceur presque imperceptible. Je laisse la tasse refroidir un instant, puis je parle. Les souvenirs n'aiment pas être brusqués. Ils préfèrent qu'on les invite. Quand je pense à 1968, ce ne sont pas d'abord les visages qui reviennent, mais les odeurs, celles du cuir tanné, sombre et profond, qui collaient aux doigts, celle de la poussière des livres anciens, une poussière chaude, presque vivante, et mêlée à tout cela, une senteur plus discrète, plus intime, celle de la peur, quand elle se cache derrière des gestes ordinaires. Cette année-là, Paris changeait sans demander la permission. Les idées nouvelles circulaient dans les cafés, légères, provocantes. Les vieilles vérités, elles, se repliaient dans les couloirs administratifs, épaisses et silencieuses. J'étudiais le droit, mais je gagnais ma vie ailleurs, dans une petite boutique de reliure près du quartier latin. Un endroit étroit, encombré de livres fatigués, où les murs semblaient écouter. Le travail y était humble et précis. On apprenait à écouter le papier, à respecter ses caprices, à sentir sous la paume la tension d'un fil bien posé. Le cuir surtout avait son langage. Il parlait de résistance, de patience, de temps long. Certains jours, je me disais que les livres savaient plus de choses que nous. C'est là que Maurice est entré dans ma vie. Il ne ressemblait à aucun client. Il ne se pressait pas. Il retirait son chapeau avec lenteur, posait ses gants sur le comptoir comme on dépose une offrande, puis restait immobile quelques secondes, attentif à un silence que lui seul semblait entendre. La première fois, il tenait un livre sans titre. La reliure était abîmée, mais les pages restaient serrées, obstinées, comme si elles refusaient de s'éparpiller. « Je voudrais le faire reprendre », dit-il simplement. Sa voix était douce, mais chargée d'un poids ancien. Pas la lassitude de l'âge, autre chose. Une fatigue morale, celle des hommes qui ont trop longtemps gardé un secret. Je lui demandai son nom pour le registre. « Maurice », répondit-il. « Cela suffira. » Quand je pris le livre, je sentis immédiatement que le cuir n'était pas ordinaire, plus dense, plus épais. « Ce n'est pas du veau », remarquai-je. Un sourire à peine visible traversa son visage. « Non, quelque chose de plus résistant. Les livres ne devraient pas mourir avant ceux qui les ont aimés. » Il parlait des livres comme d'êtres responsables, presque coupables de survivre. Je notais les mesures, l'état du papier, la couture à refaire. Il m'observait sans insistance, avec une attention calme qui me troublait, comme s'il me lisait, moi aussi. « Vous étudiez le droit, dit-il soudain. Ce n'était pas une question. Je relevai la tête. « Oui. Et vous manquez d'argent. » Il n'y avait ni cruauté ni curiosité dans cette phrase, seulement une évidence dite à voix basse. Je refermai mon carnet. « Je travaille, répondis-je. »« C'est bien, conclut-il. Travailler maintient les pieds sur terre. » Puis, comme à son habitude, il ne sortit pas d'argent. À la place, il laissa une phrase posée sur le comptoir avec le même soin que ses gants. « N'acceptez jamais qu'on vous donne une version à la place d'une preuve. » Je le regardais, interdite. « Je ne comprends pas. » « Vous comprendrez, Elisa. On vous racontera des histoires prêtes à l'emploi. Elles seront propres, rassurantes, bien racontées. Méfiez-vous. Le mensonge a souvent l'élégance de la vérité. » Il s'éloigna, laissant derrière lui une trace de cuir et de tabac froid. L'air sembla différent après son passage, comme si la boutique avait retenu son souffle. Il revint. Une semaine plus tard, puis encore. Toujours avec un livre sans titre. Toujours la même exigence de cuir rare, de couture invisible. Toujours sans payer. Un soir, alors que la boutique se vidait, je me décidai. Je ne peux pas travailler gratuitement. Il acquiesça. Vous avez raison. Puis, après une courte pause, alors je vous paierai autrement, parce que l'université oublie d'enseigner. La justice n'aime pas la lumière. Elle préfère les armoires, les tiroirs, les papiers jaunis. Apprenez à reconnaître leur odeur. Elle vous dira ce que les mots taisent. À ce moment-là, je crus avoir affaire à un vieil homme solitaire, amateur de formules mystérieuses. Je ne compris pas qu'il me regardait déjà autrement. Non, comme une étudiante, mais comme une dépositaire. Maurice ne me rencontrait pas par hasard, il me préparait. Maurice mourut un matin de pluie fine, cette pluie parisienne qui ne tombe pas vraiment mais insiste, comme une pensée obsédante. Je l'appris par un appel bref, presque administratif. Une voix neutre, celle d'un cabinet d'avocats, demanda si j'étais bien Madame Elisa, puis se corrigea, Mademoiselle. La nuance me fit sourire, et ce sourire mourut aussitôt. On me pria de me présenter dans l'après-midi,
pour une lecture de disposition. Les mots étaient polis, mais j'entendis derrière eux quelque chose de plus tranchant. Une porte qui s'ouvre sur un couloir où l'on ne voulait pas que j'entre. Le cabinet se trouvait dans le Veuves arrondissement, à 2 rues d'une librairie où j'achetais parfois des codes d'occasion. À l'intérieur, l'odeur n'était plus celle du cuir, mais celle des dossiers. Papier sec, encre, poussière domestiquée. Un parfum de confidentialité. On me fit attendre dans une salle trop propre. Les chaises avaient ce revêtement qui imite le cuir sans en avoir la chaleur. Je fixais un tableau abstrait en essayant de ne pas trembler. Maurice, mort. Ce nom me paraissait soudain irréel, comme s'il appartenait à un personnage de roman et non à l'homme qui avait chaque semaine posé ses gants sur mon comptoir. Le notaire, ou plutôt l'avocat chargé de la succession, me reçut enfin. Un homme élégant, sans chaleur excessive, qui savait que la forme protège tout, même l'indicible. Mademoiselle Elisa, merci d'être venue. Il ouvrit un dossier, vérifia une date, un numéro, un cachet. Chaque geste semblait calibré pour empêcher l'émotion d'entrer. Je vais être direct. Monsieur Maurice vous a désigné comme légataire universel. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai même eu ce réflexe ridicule de regarder derrière moi comme si une autre Elisa, plus riche, plus légitime, allait entrer. Pardon, moi? Il ne sourit pas. Il acquiesça comme on valide une ligne comptable. Vous. Il vous lègue l'intégralité de sa bibliothèque privée située dans le Veux, une collection considérable. Le mot « considérable » ne disait rien de la réalité. Une bibliothèque? Pour moi, je n'avais pas même une pièce à moi sans colocataire. Je vivais entouré de manuels, de factures et d'espoirs trop petits. Il y a sûrement une erreur, et je soufflai. Il n'y en a pas. Il tourna une page. La suivante portait un en-tête. Assurance vie. Et là, l'homme, pour la première fois, leva les yeux avec une nuance de curiosité, presque de gêne, comme si la suite lui aussi le dérangeait. Je dois vous informer d'un autre élément. Monsieur Maurice a souscrit une assurance vie à votre nom. Il y a 5 ans. 5 ans. Mon cerveau refusa de faire le calcul, puis le fit malgré moi. 5 ans plus tôt, je ne connaissais pas Maurice. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais même pas que son ombre existait. C'est impossible. C'est inhabituel, concéda l'avocat, mais parfaitement valide. Il glissa vers moi une copie du contrat. Mon nom était là, écrit sans tremblement. Mon identité. Mon adresse d'alors, un petit logement où je n'étais resté que quelques mois. Tout est exact, presque trop. Cette assurance vie a une conséquence, poursuivit-il. Elle a été structurée pour couvrir une part importante des frais liés à la succession, environ 60% des droits, selon l'estimation actuelle. Je sentis le sol se déplacer sous mes pieds. Les héritages, pour les gens comme moi, étaient des comptes. Et quand un compte commence à ressembler à un dossier, il devient inquiétant. Pourquoi? Pourquoi ferait-il cela? L'avocat referma lentement le dossier. Monsieur Maurice n'a laissé aucune explication dans ses dispositions. Seulement une phrase, écrite de sa main, jointe au testament. Il sortit un papier fin, jauni, plié en 4. Je reconnus immédiatement l'écriture, anguleuse, précise, comme si chaque lettre avait dû mériter sa place. Il posa le feuillet devant moi. Je n'osais pas le toucher. Le papier avait cette couleur des archives, ce jaune qui n'est pas le vieillissement, mais la patience. Lisez. Je lus. Une seule ligne. Elle a les yeux de quelqu'un qui ne s'habitue pas à l'injustice. Ma gorge se serra. Cette phrase, si simple, me faisait l'effet d'un poids posé sur mon existence. Comme si quelqu'un, depuis longtemps, m'observait, me jugeait et m'élisait. Je levai les yeux vers l'avocat. Il m'a choisi avant de me rencontrer. Il ne contredit pas. Il se contenta d'un silence professionnel, mais son regard disait « oui, et c'est précisément ce qui est troublant ». « Il y a une visite prévue », ajouta-t-il. « Si vous acceptez la succession, vous devrez vous rendre dans la bibliothèque dès demain. Les lieux sont scellés, mais les clés vous attendent. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, la boutique de reliure réapparaissait. Le cuir, les gants, les phrases qui semblaient des énigmes. Maurice n'avait jamais payé en argent, il avait payé en préparation, en avertissement, en semences. En sortant du cabinet, la pluie m'a frôlé le visage. Paris continuait de circuler comme si rien ne venait de changer. Mais moi, je marchais avec une certitude étrange. Ce testament n'était pas un cadeau, c'était une convocation. Le lendemain, j'ai traversé le Veuves arrondissement comme on traverse une frontière.
Je tenais les clés dans ma poche et leur métal froid semblait battre contre ma cuisse au rythme de mon cœur. Les rues étaient familières, pourtant tout avait changé. Les façades, les vitrines, les platanes, tout paraissait s'être rangé pour me regarder passer. L'adresse que l'avocat avait donnée ne correspondait pas à un hôtel particulier éclatant, ni à un immeuble orgueilleux. C'était une porte discrète, presque modestement noble, avec un heurtoir terni et une plaque sans fioriture. On aurait pu passer devant 100 fois sans imaginer ce qui dormait derrière. J'ai hésité avant d'insérer la clé. Il y a des portes qui n'ouvrent pas sur des pièces, mais sur des vies. La serrure a cédé avec un soupir d'ancien métal. L'air m'a frappé aussitôt. Odeur de papier, de cire, de bois, et quelque chose de plus profond, comme un parfum de veille. La poussière n'était pas celle de l'abandon. C'était une poussière organisée, déposée avec régularité, comme si le lieu respirait lentement. J'ai poussé la porte, et je suis entré dans la bibliothèque. Elle était immense, pas seulement par la taille, mais par la sensation. Un silence vertical, des murs couverts jusqu'au plafond, des rayonnages si denses qu'on aurait dit une forêt. Il y avait un escalier roulant en bois sombre, une galerie supérieure, et cette lumière légèrement ambrée que donnent les abat-jours anciens. On se sentait observé, non par des yeux, mais par des milliers de dos de livres, alignés comme des témoins. Je me suis approché d'une table centrale. Sur le cuir du plateau, une enveloppe m'attendait, encore avec mon nom écrit de la main de Maurice. Toujours cette écriture droite, presque sévère, comme si elle tenait le monde en respect. J'ai ouvert. Une lettre courte. Pas d'effusion, pas d'adieu. Élisa, si tu lis ceci, c'est que tu es entrée. Ce lieu te teste autant qu'il te protège. Tu ne déplaceras aucun livre pendant 1 an. Tu vivras ici, tu écouteras ce que les pages n'osent pas dire. Si tu acceptes, tu deviendras gardienne du feu. Si tu refuses, rends les clés et oublie-moi. Les morts savent attendre. Je suis restée immobile. 1 an. Vivre ici. Ne rien déplacer. La condition avait quelque chose d'arbitraire, presque cruel, mais aussi d'étrangement cohérent. Comme si l'ordre des livres était un mécanisme et qu'un seul déplacement pouvait faire sauter l'ensemble. Sur la table, à côté de la lettre, il y avait un document officiel, le détail des clauses du legs. Tout était écrit clairement, avec cette froideur juridique qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Le langage du droit est souvent un couteau poli. Je me suis assise et pour la première fois, j'ai eu envie de rire. Pas de joie. Un rire nerveux, sec. Moi, Élisa, qui calculait le prix d'un sandwich, j'étais là, héritière d'un trésor qui pouvait m'engloutir. J'ai fait le tour de la salle principale, pas à pas. Je voulais comprendre l'esprit de Maurice à travers la manière dont il avait rangé ses livres. Je m'attendais à l'alphabet, aux catégories, aux rayons histoire, philosophie, droit. Mais non. Très vite, quelque chose m'a dérangé. Les titres semblaient dialoguer, se répondre, mais pas par thème, par date. Je me suis arrêtée devant un segment entier où les tranches portaient des années, écrites au crayon sur de petites étiquettes. 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, puis plus loin 1945, 1946, et ainsi de suite. Comme si la bibliothèque n'était pas un lieu de lecture, mais une chronologie secrète. Je me suis approchée de 1944. Mon ventre s'est noué sans raison rationnelle. Ce simple chiffre avait une résonance dans la mémoire collective, comme une cloche lointaine. À côté, un ouvrage plus connu, Crime et châtiment. Sa présence ici, au milieu des dates de guerre, était une provocation. Je l'ai effleuré du bout des doigts et je me suis rappelé la condition, ne rien déplacer. Alors j'ai retiré ma main. À cet instant, j'ai compris ce que Maurice exigeait réellement. Non pas l'immobilité, mais la discipline, le refus de la curiosité impulsive. Il voulait que je devienne digne du secret. Le soir est tombé tôt. La bibliothèque, dans l'ombre, semblait plus vaste encore. Chaque rayon devenait un couloir. Chaque couloir, une question. Je me suis installée dans une petite chambre attenante, simple mais propre, comme si quelqu'un l'avait préparée depuis longtemps. Sur la table de nuit, une lampe et une autre enveloppe, vide cette fois comme un rappel. Ici, tout commence par du papier. Je me suis couchée sans vraiment dormir. Dans le silence, j'entendais le bâtiment craquer doucement, comme un vieux corps qui se souvient. Et je me suis dit, avec une lucidité qui m'a glacée,
Maurice n'a pas voulu me rendre riche. Il a voulu me rendre responsable. La 4e nuit, la pluie s'est remise à frapper les vitres avec une persévérance presque humaine. La bibliothèque, elle, restait immobile, mais son silence changeait de texture. Plus épais, plus proche, comme si les livres s'étaient rapprochés pendant que je dormais. J'ai préparé une tisane de tilleul dans la petite cuisine attenante. La vapeur a adouci l'air, a posé une caresse sur l'odeur sèche du papier. Je me suis assise à la grande table centrale, là où Maurice avait laissé sa lettre. Je n'avais pas le droit de déplacer les volumes, et pourtant, je commençais à comprendre. Il ne m'interdisait pas de lire, il m'interdisait de déranger l'ordre, comme si l'ordre était une preuve. Je portais des gants fins, par habitude de relieuse. Le cuir des reliures sous mes doigts avait parfois une chaleur étrange, presque vivante, comme une peau qui se souvient. Je me suis dirigée vers le rayon des années. 1944 était là, toujours, avec son chiffre brutal qui semblait avaler la lumière. Crime et châtiment m'attendaient comme une ironie. Je ne l'ai pas tiré. Je l'ai ouvert sur place, en le laissant bien calé entre ses voisins, comme on ouvre une porte sans franchir le seuil. Les pages étaient épaisses, jaunies, et l'odeur m'a frappée. Poussière fine, encre ancienne, un soupçon de tabac froid, l'odeur d'un homme qui lit la nuit en se croyant seul. Je tournais lentement pour ne pas forcer la reliure. À la première centaine de pages, rien. À la seconde, un léger blocage. Pas un accroc, non, une résistance douce, comme une feuille glissée avec soin. J'ai retenu mon souffle. Coincé dans le pli, il y avait un cahier mince écrit à la main. Pas un simple feuillet, un véritable manuscrit. Les lignes, serrées, nerveuses, étaient d'une autre encre, plus récente que celle du roman. Et en haut, une date, 1944. Mes doigts se sont refroidis. J'ai entendu très loin la rumeur de Paris dehors, comme si la ville existait dans un autre monde. Moi, j'étais là, suspendu à une écriture. J'ai parcouru les premières phrases. Ce n'était pas de la littérature. C'était un dossier déguisé, des noms, des lieux, des heures. La description d'un groupe de résistants, 5 hommes et femmes, trahis au moment exact où la clandestinité bascule en tragédie. Et plus bas, une phrase qui a fait tomber quelque chose en moi, comme une pièce de monnaie dans un puits. Le dénonciateur, Maurice. J'ai senti ma gorge se serrer. Maurice, le client aux gants, aux phrases sibyllines, aux livres sans titre. Maurice, accusé d'avoir livré des résistants à la mort. J'ai relu, 3 fois. Le mot restait le même, implacable. Le manuscrit racontait l'arrestation, le transfert, puis l'exécution. Pas de détails inutiles, juste la sécheresse des faits et de temps en temps une phrase qui tremblait, comme si la main de l'auteur avait vacillé. Nous avons cru en lui. Nous avons payé. Je n'étais pas née, ou à peine, lorsque ces choses avaient eu lieu, mais je sentais la proximité du mal comme si la page me soufflait au visage. L'histoire n'était plus un chapitre dans un manuel. Elle était là, coincée entre 2 feuilles, comme un insecte dans l'ambre. J'ai cherché, fébrile, la fin du cahier, et je l'ai trouvée. Une note écrite plus tard, d'une autre main, plus calme. Maurice a vécu seul. Il n'a jamais contesté publiquement. Il a porté la faute comme on porte un deuil. Chaque année, il est revenu au même endroit. Je me suis adossée, prise d'un vertige. Pourquoi un homme innocent accepterait-il d'être maudit? Et pourquoi un homme coupable me choisirait-il comme héritière, moi, inconnue, pour me léguer sa bibliothèque comme un piège? La tisane de tilleul était devenue froide. J'en ai bu une gorgée malgré tout. Le goût doux, presque enfantin, contrastait avec la violence sèche des mots. Et soudain, une pensée s'est imposée. Non pas comme une conclusion, mais comme une lueur. Maurice ne cherchait pas à être absous. Il cherchait à être compris. Je suis restée longtemps devant Crime et Châtiment, le cahier toujours logé dans ses pages, comme si le roman lui-même avait accepté de cacher un procès. Puis j'ai refermé avec une lenteur respectueuse, sans déplacer le volume d'1 millimètre. Dans cette bibliothèque, tout est à sa place, même la honte. Et pour la première fois, j'ai senti que le véritable testament de Maurice n'était pas fait d'étagères et de cuir, mais d'une question qu'il m'obligeait à porter. Et si le coupable officiel n'était qu'un masque? Le 5e jour, la bibliothèque m'a semblé moins vaste, non parce qu'elle rétrécissait, mais parce que je commençais à y entendre une logique. Les dates n'étaient pas une décoration, c'était une marche, une montée lente vers un point de rupture.
1944 n'était pas un rayon, c'était une cicatrice. Je reliais le matin à la boutique pour ne pas perdre mon salaire. Puis je revenais vivre dans ce sanctuaire comme on revient à une audience nocturne. J'avais l'impression de porter deux vies, celle qui paye le pain et celle qui cherche la vérité. Ce jour-là, en ouvrant la porte, j'ai senti autre chose que d'habitude. Pas seulement le papier et la cire. Une note plus vive, étrangère. Un parfum d'homme bien entretenu, trop propre pour un lieu de poussière. Et derrière, l'odeur de cuir neuf, insolent, sans mémoire. Quelqu'un était venu. Sur la table centrale, une carte de visite avait été posée comme une preuve. Papier épais, dorure discrète, typographie impeccable. Un nom, Armandus. Une adresse. Et cette formule, collectionneur, conseil en acquisition privée. Je n'ai pas eu le temps d'en penser davantage. On a frappé 3 coups légers, presque aimables, comme si la porte lui appartenait déjà. Quand j'ai ouvert, il se tenait là, parfaitement à sa place dans la rue et parfaitement déplacé dans la bibliothèque. La quarantaine élégante, le manteau sombre bien coupé, les gants en cuir fin. Son sourire est un outil. « Mademoiselle Elisa, je vous remercie de me recevoir. » Sa voix avait ce poli des hommes habitués à être acceptés sans explication. Il a incliné la tête et j'ai compris que son corps connaissait l'art de la révérence sans jamais se soumettre. « Je ne vous attends pas, ai-je répondu. Il a souri davantage, comme si mon refus le divertissait. Justement, c'est ce qui rend ma visite nécessaire. Il n'a pas demandé la permission pour entrer. Il a simplement avancé, lentement, en regardant les rayonnages avec une admiration trop maîtrisée. Il jouait l'amoureux des livres, comme on joue l'amoureux d'une femme, pour obtenir ce qu'on veut, pas pour aimer. Une collection exceptionnelle, murmura-t-il. Un trésor, mais aussi un fardeau. Il a prononcé fardeau avec compassion, comme si le mot était un coussin. Vous devez déjà sentir le poids des taxes, continua-t-il. Les droits de succession, l'entretien, les risques. Je l'ai observé. Il savait. Il avait consulté. Il était venu avec les chiffres dans la poche et la peur dans le ton. « Qui vous a parlé de moi ?» ai-je demandé. « Paris parle, » répondit-il simplement. « Et les notaires aussi, parfois. » Je n'ai pas aimé la facilité de sa réponse. Il a posé son chapeau sur le coin de la table, avec une délicatesse presque théâtrale. « Je suis ici pour vous aider. Je pourrais racheter la bibliothèque, à un prix très correct. Vous seriez libéré, vous reprendriez vos études sans cette maison sur les épaules. » Il s'est interrompu, comme s'il cherchait la formule exacte. « Sans le poids d'un homme mort. » À cette phrase, j'ai senti une pointe froide dans ma nuque, parce qu'il ne parlait pas de Maurice comme d'un défunt. Il parlait de lui comme d'un obstacle. « Pourquoi vous intéresse-t-elle autant ?» ai-je demandé. Il a écarté les mains, sourire intact. « Je collectionne, c'est mon métier. Et puis, ce type de lieu attire les convoitises. Je préfère que vous traitiez avec quelqu'un de fiable. » Fiable, j'ai entendu, de mon monde. Je l'ai regardé plus attentivement. Tout chez lui respirait la lignée, le maintien, la confiance, cette manière de ne jamais douter de sa légitimité. Et soudain, un détail m'a heurté. Sa bague, discrète mais ancienne, avec un blason gravé, un signe familial, un héritage à lui. « Vous venez d'où, monsieur ?» ai-je demandé doucement. Il a eu un micro-silence, une infime hésitation, puis « d'une famille qui a servi l'État ». Cette phrase, dans le Paris de 1968, sonnait comme une clé de passe-partout. Elle ouvrait les portes, elle excusait les silences, elle justifiait les secrets. Il s'est approché d'un rayon. Son regard n'a pas glissé sur les titres. Il a cherché quelque chose, comme on cherche une faute dans un texte. « Vous savez, dit-il, certains livres contiennent des choses qui n'ont pas vocation à survivre, des documents, des rumeurs, des accusations. Parfois, les morts laissent derrière eux de la rancune. » Il prononçait rancune comme s'il parlait d'une maladie honteuse. Je me suis souvenu du cahier dans Crimes et Châtiments, de 1944, du nom de Maurice, écrit comme une condamnation. Et j'ai compris. Il ne venait pas pour acheter des livres. Il venait pour faire disparaître une vérité. Je me suis surprise à éprouver, non pas de la haine, mais une sorte de pitié sèche. Je voyais, derrière cet homme impeccable, une généalogie qui avait appris à survivre grâce au mensonge. Une famille qui se tient debout sur une version officielle comme sur une jambe de bois. S'ils la perdent, ils tombent. Je vais réfléchir, ai-je dit. Il a hoché la tête, satisfait, comme si ma résistance n'était qu'une étape.
Réfléchissez vite. Les administrations n'attendent personne. Il a remis son chapeau, a souri une dernière fois. Et n'oubliez pas, mademoiselle, les bibliothèques brûlent facilement, pas toujours par accident. Lorsqu'il est sorti, l'air de la pièce a mis du temps à redevenir respirable. Sa présence avait laissé une trace invisible, l'odeur d'un danger civilisé. Je me suis approché de la table. J'ai pris sa carte. Sous la dorure, j'ai senti le papier trembler légèrement entre mes doigts. Et j'ai compris que la bibliothèque n'était plus seulement un héritage. C'était une cible. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé toutes les lampes. J'ai laissé la bibliothèque respirer dans une pénombre choisie, celle qui oblige l'œil à ralentir. Le visiteur avait parlé de livres qui brûlent facilement. Il croyait m'effrayer. En réalité, il m'avait averti. Le danger n'était pas la force, mais la précipitation. Je me suis approché des rayonnages comme je l'aurais fait à l'atelier, quand une reliure menace de céder. D'abord regarder, ensuite seulement toucher. Les livres de Maurice avaient été cousus, réparés, parfois blessés. Je reconnaissais les signes, de minuscules marques au poinçon, presque invisibles, là où l'aiguille avait effleuré sans traverser. Des piqûres trop régulières pour être des accidents. J'ai pris Crime et Châtiment à nouveau, sans le déplacer, et j'ai examiné la tranche à la lumière oblique. Les piqûres dessinaient une ligne discrète, comme un chemin. J'ai suivi ce chemin sur d'autres volumes du même rayon, toujours la même distance entre les marques, toujours la même patience. Maurice n'avait pas seulement classé par date, il avait semé un langage. Je suis allé chercher un fil de coton, fin et clair. Je l'ai posé sur les points, reliant les piqûres d'un livre à l'autre. Le fil dessinait des angles, puis des courbes. Un plan prenait forme, lentement, comme une ville vue d'en haut. Un détail m'a arrêté. Le tracé menait vers l'extrémité du rayon des années 40, là où l'ombre se faisait plus dense. J'ai senti une excitation calme, presque joyeuse. Non pas la joie de la découverte, mais celle de la justesse. J'étais sur la bonne page. Derrière les ouvrages d'histoire, un panneau de bois semblait identique aux autres. Pourtant, au toucher, il vibrait différemment. Le bois avait été travaillé, allégé, comme une couverture qui accepte de s'ouvrir. J'ai cherché la couture, car toute chose qui s'ouvre a d'abord été cousue. Elle était là, invisible au premier regard, mais évidente pour des doigts habitués. J'ai appuyé. Le panneau a cédé sans bruit. Derrière, un espace étroit, tapissé de feutre. Une cache, non pour l'or, mais pour la vérité. J'y ai trouvé une boîte en métal, ternie, et des enveloppes scellées. L'odeur a changé aussitôt. Moins de papier, plus de fer. L'odeur des choses qu'on garde pour se souvenir. J'ai ouvert la première enveloppe, des copies de documents officiels, des listes, des dates, et puis un nom, répété, qui n'était pas celui de Maurice. Un nom que je connaissais déjà, sans l'avoir jamais rencontré. Celui d'un homme devenu, après la guerre, une figure respectée. Un héros commode. Les pages racontaient autre chose. Une nuit de 1944, un marché ignoble, 50 enfants juifs cachés prêts à être livrés, et une alternative, un coupable à offrir, un nom à sacrifier pour sauver des vies. Maurice avait signé, pas un aveu public, non, une acceptation tacite. Il avait pris sur lui la honte, la solitude, l'exil intérieur. Je me suis assise par terre, le dos contre les rayonnages. J'ai pensé à l'homme élégant venu acheter le silence. J'ai pensé à sa bague, à son assurance. La vérité que je tenais dans les mains ne menaçait pas un individu, mais une lignée entière construite sur un récit falsifié. J'ai compris alors la clause du testament. Vivre ici 1 an. Ne rien déplacer. Apprendre la langue du papier avant de parler à voix haute. Maurice ne m'avait pas choisi pour garder des livres. Il m'avait choisi pour lire au bon endroit. J'ai remis chaque document dans son enveloppe. J'ai refermé la cache avec le même soin que si je refermais une plaie. Puis j'ai éteint la lampe. Dans l'obscurité, je n'ai pas prié. J'ai décidé. Si l'on venait encore me proposer de l'argent, je répondrais par des preuves. Et si l'on me menaçait, je répondrais par le temps. Parce que le temps, dans cette bibliothèque, travaillait pour la vérité. Le lendemain, je n'ai pas couru vers un commissariat. J'avais appris déjà que la vérité se perd souvent dans les couloirs où elle devrait être protégée. Je n'ai pas non plus appelé l'avocat. Son bureau sentait trop la prudence. J'ai fait ce que Maurice semblait attendre de moi. J'ai relu, j'ai vérifié. J'ai assemblé les pièces sans les forcer à s'aimer.
À l'atelier de reliure, mes mains continuaient leurs gestes. Coller, presser, coudre. Mais mon esprit, lui, avançait dans les années 40, parmi des noms que je n'avais jamais prononcés. À chaque mouvement, je pensais à ces 50 enfants, à la façon dont une vie peut tenir à une signature, à un silence, à un homme qui accepte d'être maudit pour sauver des inconnus. En fin d'après-midi, en rentrant à la bibliothèque, je trouvais la porte principale entr'ouverte, juste un doigt d'espace. Assez pour dire « je peux entrer quand je veux ». Je ne suis pas entrée tout de suite. J'ai posé ma main sur le bois et j'ai senti une vibration infime, comme une trace d'adrénaline laissée par quelqu'un d'autre. À l'intérieur, l'air avait changé. Une odeur de cuir neuf, encore. Un parc trop propre, trop présent. L'homme de la veille ou un de ses messagers. Je suis entrée en retenant ma respiration. Rien n'avait été déplacé, à première vue. C'était cela le pire, cette politesse du crime. Ne pas déranger, seulement effleurer. Pourtant, sur la table, une feuille avait été posée, blanche, sans en-tête. 2 lignes, tapées à la machine. Vous ne comprenez pas ce que vous tenez. Laissez cela aux familles qui savent porter l'histoire. J'ai relu. Le mot famille avait la morgue d'un héritage. Je n'ai pas été insultée. J'ai été classée. La colère est montée, mais elle n'a pas éclaté. Elle s'est transformée en lucidité. Ils n'avaient pas peur d'une étudiante pauvre. Ils avaient peur d'un papier. Le soir même, il est revenu, toujours aussi soigné, toujours le même sourire de façade. Il est entré comme s'il venait prendre le thé. Ses yeux, eux, étaient en alerte, rapides, comme ceux d'un homme qui compte les issues. « Vous avez réfléchi ?» demanda-t-il. Je l'ai laissé parler avant de répondre. Dans les affaires de mensonges, laisser l'autre installer son décor est une manière de voir où il veut vous conduire. « Vous n'imaginez pas ce que coûte ce lieu, reprit-il. Les taxes, les rénovations, et puis il y a des papiers, des dossiers, des choses qui peuvent vous salir. Vous êtes jeune, vous méritez une vie légère. » Il disait salir comme on parle d'une tache sur une chemise. Il ne disait pas vous mettre en danger. Il disait vous rendre indigne. Je ne veux pas votre argent, ai-je répondu calmement. Son sourire a tremblé une seconde, puis s'est recomposé. Ce n'est pas une question d'argent, mademoiselle, c'est une question de stabilité, de mémoire nationale. La mémoire nationale, ai-je dit, ne devrait pas avoir peur d'un livre. Il s'est approché des rayonnages. Son regard cherchait encore, avec une exactitude qui trahissait sa véritable mission. Il s'arrêta devant 1944. Maurice est un homme compliqué, dit-il. Il a détruit des vies. Il a été jugé par l'opinion. Vous ne pouvez pas réécrire cela. Je l'ai observé et soudain j'ai vu la fissure. Il ne parlait pas comme un collectionneur. Il parlait comme un héritier défendant un nom. Qui étiez-vous pour lui ? Ai-je demandé. Il eut ce micro-silence, ce petit trou dans la diction des menteurs quand on touche le point sensible. Un admirateur, répondit-il finalement. Mensonge élégant. Je me suis avancé assez près pour qu'il sente mon calme, pas ma menace. Ce que vous cherchez n'est pas ici pour être vendu, ai-je dit. C'est ici pour être dit. Son visage s'est durci. Le masque se fendillait. Il parla plus bas, comme si la bibliothèque pouvait témoigner. Vous n'êtes pas armé pour cela. Il y a des gens très au-dessus de vous. J'ai eu, malgré moi, une pensée étrange, la pitié. Non pour sa menace, mais pour la pauvreté de son courage. Il vivait dans un monde où au-dessus remplace juste, où la vérité n'est pas un devoir, mais un risque de perdre sa place. Vous avez peur, ai-je murmuré. Il a eu un rire bref. Je suis prudent. Non, vous avez peur que votre famille tombe avec un papier jauni. Le mot « famille » a claqué entre nous. Son regard s'est assombri. Vous ne savez pas ce que vous faites. Si, ai-je répondu, je protège un homme que vous avez laissé mourir dans la honte pour que d'autres brillent. Il s'est approché très près et sa voix est devenue presque douce, la douceur des menaces bien élevées. Alors écoutez-moi, mademoiselle Elisa, vous pouvez disparaître. Les gens disparaissent à Paris. Pas toujours physiquement, parfois socialement, administrativement. Un simple mot et vous devenez personne. Je l'ai regardé et j'ai senti derrière mon calme la peur de 1968 revenir. Cette peur qui sent le papier humide et les couloirs fermés. Mais je n'ai pas reculé. Maurice a disparu toute sa vie, ai-je dit. Et pourtant, il a gagné, parce que la vérité finit toujours par avoir des héritiers. Il a pris son chapeau, son sourire était parti. À la place, il restait la froideur.
Réfléchissez encore. Je reviendrai. Quand la porte s'est refermée, j'ai tremblé. Pas longtemps, juste assez pour mesurer le prix du choix. Puis j'ai sorti la boîte en métal de la cache, et dans la lumière jaune de la lampe, j'ai commencé à préparer mon dossier. Non pas pour attaquer, mais pour révéler. Parce que ce qui allait se jouer n'était pas une guerre de force, c'était une guerre de récit. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai travaillé, non pas avec l'agitation d'une proie, mais avec la rigueur d'une relieuse, page après page, pièce après pièce, sans précipiter le sens. Je voulais que mon dossier tienne comme une couture bien faite, discrète, solide, impossible à déchirer, sans laisser de traces. Sur la grande table centrale, j'ai étalé les documents de la cache. Je les ai replacés dans l'ordre que Maurice avait choisi. D'abord les listes, puis les lettres, puis les preuves indirectes. Ces détails administratifs que personne ne regarde, mais que personne ne peut contester. Les dates, les signatures, les cachets, les correspondances de lieux. L'histoire, quand elle est vraie, se répète dans les marges. Je buvais du tilleul pour garder la main stable. À chaque gorgée, la chaleur douce me ramenait à une idée simple. Ce n'était pas un combat pour ma fortune. C'était un combat pour la dignité d'un homme qui avait renoncé à la sienne afin que d'autres enfants gardent la vie. Au matin, j'ai pris une décision plus difficile que toutes les autres. Je devais rencontrer quelqu'un qui se souvenait vraiment de 1944. Un témoin direct, si Maurice n'avait pas menti sur ce point. Dans ses notes, un nom revenait, discret, presque effacé. Maurice avait écrit « Voir Monsieur M » et plus loin « Maurice, l'autre ». Vieillissant, c'est. Je me suis renseigné comme on se renseigne sur une adresse clandestine. Le veuve arrondissement est plein d'hommes qui connaissent tout le monde, surtout ceux qui ont survécu à la guerre. Un café près de la place Monge m'a mené à un autre, puis à une concierge, puis à un ancien libraire. Le nom a circulé, lentement, avec ces regards qui pèsent l'intention. On m'a enfin donné une adresse. Un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, dans une rue calme. J'y suis allé en fin d'après-midi. La porte s'est ouverte sur un vieil homme très maigre, la peau presque transparente et des yeux étonnamment vifs. Il tenait une canne, mais son regard, lui, ne s'appuyait sur rien. « Oui, fit-il, méfiant. Je m'appelle Elisa. Je viens de la bibliothèque de Maurice. » À l'entente de ce nom, son visage s'est fermé, puis s'est fendu d'une tristesse muette. « Il est mort alors, dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une phrase qu'on savait depuis longtemps, mais qu'on repousse. » J'ai hoché la tête. Il m'a laissé héritière. Et il m'a laissé ceci. Je n'ai pas sorti les documents dans le couloir. J'ai seulement montré le coin d'une enveloppe, l'écriture de Maurice. Le vieil homme a pâli légèrement. Il a ouvert la porte plus grand. Son appartement sentait le savon, le café et un vieux bois ciré. Une odeur domestique qui rendait la guerre encore plus choquante, comme si le mal n'avait jamais été possible dans un lieu aussi simple. Il s'est assis, a posé sa canne et m'a regardé longtemps. « Maurice n'était pas un traître, dit-il enfin, sans préambule. La phrase est tombée dans la pièce comme un objet lourd. J'ai senti mes yeux brûler. « Vous le saviez ? Nous le savions et nous ne le disions pas. Parce que dire la vérité, à l'époque, aurait détruit autre chose. Il a fermé les paupières, comme s'il revoyait un couloir, une cave, une nuit. En 1944, il y avait des enfants cachés, beaucoup, des noms sur une liste, et un homme qui possédait cette liste, un homme bien placé, protégé. Quand la police a serré l'étau, il a voulu négocier. Il a dit « Je donne les enfants si vous me donnez un coupable ». Le vieil homme a avalé sa salive. Sa main tremblait légèrement. Maurice a compris. Il a compris ce que cela signifiait. Il a dit « Prenez-moi » et il l'a fait. Il a pris le rôle, la honte, les crachats, le silence, pour que les enfants vivent. Je suis restée muette, pas parce que je doutais, mais parce que la beauté terrible de ce geste me dépassait. Une vie entière a porté un mensonge pour sauver des vies invisibles. « Pourquoi ne l'avez-vous pas défendu ?» ai-je fini par demander, la voix brisée. Le vieil homme a eu un sourire douloureux. Parce que nous étions lâches, ou fatigués, ou parce que l'après-guerre n'aime pas les nuances. La France voulait des héros propres, des récits clairs. Maurice était un héroïsme sale, un héroïsme qui oblige à penser. Et penser fatigue les foules. Il a ouvert un tiroir lentement et en a sorti une photo. 5 visages jeunes. Puis, au verso, une date, 1944.
Il a posé la photo devant moi. Ils sont morts, 5. Et lui a survécu avec leur mort dans la poitrine. Il revenait chaque année seul. Il laissait des fleurs. Il ne demandait rien. Il attendait qu'un jour quelqu'un puisse porter cette vérité sans la transformer en arme. Il a levé les yeux vers moi. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Je suis rentré à la bibliothèque avec la photo dans mon sac et une certitude plus claire que la peur. Le collectionneur reviendrait, oui. Il tenterait de reprendre, d'étouffer, de menacer. Mais désormais, je n'étais plus seul avec des papiers. J'avais un témoin vivant. Et dans le silence des rayonnages, il me semblait entendre la voix invisible de Maurice. Ne confonds pas le courage avec la violence. Le courage, c'est de dire juste. Le choix s'est présenté à moi avec la banalité d'un matin ordinaire. Paris continuait d'acheter son pain, de discuter politique au comptoir, de traverser les ponts sans regarder la Seine. Et moi, dans la bibliothèque, je tenais entre mes mains de quoi faire vaciller un nom que l'on prononçait avec respect dans certains salons. J'ai relu la clause du testament comme on relit une condamnation. 1 an, ne rien déplacer, ne rien divulguer, garder le feu sans le montrer. Maurice avait voulu protéger sa vérité jusqu'à ce qu'elle puisse être portée. Mais il avait aussi prévu un piège. Si je parlais trop tôt, si je rompais le pacte, je perdais tout. Et l'autre homme, l'élégant, le collectionneur, n'attendait que cela, qu'un faux pas m'éjecte, qu'un scandale administratif m'efface. Il est revenu, comme il l'avait promis, la politesse impeccable, la menace au fond des yeux. Vous avez l'air fatiguée, mademoiselle. Les secrets épuisent. Je peux vous soulager. J'ai pensé à la photo des 5 résistants, au visage de Maurice sur mon comptoir, à ses gants posés comme une prière silencieuse. Et j'ai compris, si je gardais la bibliothèque, je gardais aussi le mensonge intact autour de lui. Je devenais la gardienne d'une vérité muette, prisonnière d'une clause. Vous ne voulez pas la bibliothèque, ai-je dit. Vous voulez ce qui la ronge. Il a eu un sourire minuscule. Je veux éviter une déchirure inutile. Une déchirure, pour qui? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin. Son silence était celui des familles qui ont appris à survivre en retenant l'air. Ce soir-là, j'ai rangé les documents dans une chemise épaisse, puis j'en ai fait une copie. La plus simple, la plus brutale. Photocopie, double, triple. J'ai glissé un exemplaire dans une enveloppe destinée à un journal. Pas un petit. Un grand, un de ceux que Paris lit en prétendant ne pas se laisser influencer. Au matin, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres, comme on marche vers un tribunal où l'on se condamne soi-même pour sauver un mort. Le papier a glissé. Le bruit a été presque rien, mais j'ai senti dans mon corps un basculement total. À partir de là, je ne possédais plus la vérité. C'est elle qui me possédait. Les jours suivants, les choses se sont accélérées avec une violence qui n'avait pas besoin de coups. Téléphone, silence dans les administrations, regard qui change au café. Puis, un matin, 2 hommes en costume sont venus accompagnés d'un huissier. Ils avaient cette expression neutre des gens qui exécutent, persuadés d'être propres. Mademoiselle Elisa, vous avez enfreint les dispositions du testament. Le legs est contesté. Le lieu est mis sous scellé, dans l'attente de la décision. Je n'ai pas protesté. Je savais. La clause était une corde. J'avais choisi de la couper, même si elle me retenait encore. Lorsque l'huissier a apposé la bande sur la porte, j'ai respiré l'odeur du papier collé, cette colle fraîche sur vieux bois. Une odeur de rupture. Et derrière elle, l'odeur de cuir, toujours, comme un rappel. La matière survit aux signatures. Le journal a publié. Ce n'était pas un article flamboyant. C'était un récit appuyé sur des preuves, sur des dates, sur une photo. Et Paris si prompt à juger, a hésité. Hésiter, c'est déjà beaucoup. Les phrases toutes faites ont trébuché. Les certitudes ont cherché un nouveau support. On a parlé de Maurice autrement. Pour la première fois, son nom n'était plus seulement une malédiction. On l'a prononcé avec un malaise, puis avec une honte collective, et enfin avec une forme de respect. Je suis passé devant la bibliothèque le lendemain du scandale sans pouvoir entrer. Les scellés brillaient au soleil, absurdes, fragiles. Et là, sur le trottoir, quelqu'un avait déposé des fleurs. Une petite gerbe modeste, puis une autre. Des roses blanches, des œillets, des bouquets enveloppés dans du papier brun. Je me suis arrêtée, le cœur serré. Une femme âgée est venue poser un bouquet. Elle ne m'a pas reconnue. Elle a simplement murmuré comme pour elle-même. Enfin, on le dit.
Je n'ai pas pleuré. J'ai senti une chaleur envahir mes yeux, mais je l'ai gardée à l'intérieur. Ce n'était pas ma victoire. C'était la réparation d'un homme qui avait accepté d'être haï pour que d'autres puissent vivre. Le soir, dans ma chambre provisoire, car je n'habitais plus la bibliothèque, j'ai bu du tilleul. Et j'ai compris ce que j'avais perdu et ce que j'avais gagné. J'avais perdu un héritage. Mais j'avais rendu à Maurice ce qu'aucune taxe, aucun notaire, aucun collectionneur ne pouvait acheter. Son nom, lavé par la vérité. Les années ont passé comme passent les saisons sur la Seine, sans bruit, avec une obstination douce. La bibliothèque, elle, est restée longtemps fermée. On disait en attente de décision, comme si la justice pouvait mettre l'histoire en veille. Les scellés avaient disparu, mais la porte gardait une raideur, une réserve, comme une personne blessée qui n'ose plus s'ouvrir. Moi, j'ai repris ma vie à côté. Je suis devenue avocate, plus tard, pas riche, jamais vraiment, mais solide. J'ai appris à ne pas confondre le prestige et la droiture. J'ai aussi appris que les révélations ne guérissent pas tout. Elles déplacent simplement le mal. Elles le font sortir de l'ombre où il était confortable. Le collectionneur, lui, a disparu des conversations. Son nom, pourtant, a cessé d'être prononcé avec la même facilité dans certains cercles. Il n'a pas été puni au sens romanesque. Les familles de ce monde savent amortir les chutes. Mais quelque chose en lui, en eux, s'est fêlé, la certitude d'être intouchable. Un matin, bien des années après, j'ai reçu une lettre, une enveloppe épaisse, sans parfum, sans dorure. Sur le papier, une écriture étrangère, hésitante, comme si la main n'avait pas l'habitude d'écrire à une inconnue. À l'intérieur, il y avait des noms, beaucoup, et une phrase simple. « Nous sommes les enfants ou les enfants des enfants ». Je me suis assise, l'air de la pièce a changé. Il y a des phrases qui ouvrent des portes plus sûrement que des clés. Ils avaient retrouvé l'article. Ils avaient suivi la trace de Maurice. Et surtout, ils avaient reconnu dans cette histoire la leur. Les 50 enfants cachés n'étaient pas restés des silhouettes anonymes. Ils avaient grandi, vieilli, fondé des familles, dispersées en France, à l'étranger, partout où la vie avait continué malgré la guerre. Ils voulaient me voir. Le rendez-vous eut lieu dans un café près du Luxembourg, un lieu tranquille où les arbres semblent calmer les voix. Ils sont arrivés par petits groupes, pas comme une délégation officielle, mais comme une famille qui n'ose pas encore se dire famille. Des hommes et des femmes, d'âges différents, certains élégants, d'autres simples. Tous portaient dans le regard la même chose, une gratitude qui n'osait pas devenir un fardeau pour moi. Une femme m'a tendu une photographie. Un enfant sur un escalier, en 1944, un sourire trop grand pour la peur qu'il devait vivre. Elle a dit « c'était ma mère ». Un autre a montré un bracelet, un nom gravé, usé par le temps. C'était mon grand-père. Je les écoutais, longtemps, sans interrompre. Leurs récits n'étaient pas spectaculaires. Ils étaient modestes et c'est ce qui les rendait bouleversants. Une vie sauvée, c'est souvent une vie qui ressemble à toutes les autres. Sauf que derrière, il y a un miracle silencieux. Puis ils m'ont parlé de la bibliothèque. Il y a des histoires qui ne cherchent pas à consoler. Elles cherchent à réveiller. Celle-ci m'a appris que la vérité n'est jamais un événement soudain, mais un travail patient, presque artisanal. Elle secoue lentement, fil après fil, comme une reliure solide. Et quand elle est enfin prête, elle ne fait pas de bruit. Elle tient. J'ai compris que l'injustice ne survit pas seulement grâce à la violence, mais grâce au confort du mensonge. Les familles, les institutions, parfois même les nations, préfèrent une version lisse à une vérité rugueuse, non par cruauté, mais par paresse morale. Pourtant, chaque mensonge transmis devient un héritage empoisonné, une dette silencieuse que quelqu'un devra payer un jour. Cette histoire m'a aussi appris que le courage n'est pas spectaculaire. Il ne se reconnaît ni aux cris, ni aux coups d'éclat. Le courage, c'est accepter de perdre quelque chose de visible, une sécurité, un statut, un héritage, pour sauver quelque chose d'invisible, un nom, une mémoire, une dignité. Maurice a accepté d'être haï pour que d'autres puissent vivre. Moi, j'ai accepté de perdre une bibliothèque pour qu'un homme cesse d'être un coupable commode. Et puis, il y a la transmission. Nous croyons souvent hériter d'objets, d'argent, de maisons. En réalité, nous héritons surtout de silence. Certains sont nécessaires, d'autres sont des lâchetés déguisées.
La question n'est pas de savoir si nous avons reçu une histoire imparfaite, c'est toujours le cas, mais si nous osons la regarder en face avant de la transmettre à notre tour. Si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être reconnaissez-vous quelque chose de vous dans ce récit. Peut-être portez-vous, vous aussi, une vérité familiale jamais dite, un nom prononcé à voix basse, un événement qu'on évite lors des repas, une injustice que tout le monde connaît mais que personne n'ose nommer. Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions, non pour vous juger, mais pour ouvrir un espace de parole. Avez-vous déjà découvert, tardivement, que l'histoire qu'on vous avait racontée n'était qu'une version parmi d'autres? Y a-t-il, dans votre famille, un silence ancien que vous sentez lourd sans savoir comment le briser? Avez-vous déjà renoncé à quelque chose de précieux, une relation, une sécurité, une image, pour rester fidèle à ce que vous saviez être juste? Si vous le souhaitez, je vous invite à partager votre histoire. Pas pour raviver les blessures, mais pour empêcher qu'elles deviennent héréditaires. Raconter, ce n'est pas trahir sa famille. C'est parfois la seule manière de la sauver. Parce qu'au fond, ce que cette vie m'a enseigné, c'est ceci. Nous ne sommes pas responsables des mensonges que nous recevons, mais nous sommes responsables de ceux que nous laissons survivre. Nous avons décidé de l'acheter, a dit un homme aux cheveux gris. Ensemble. Tous, pour qu'elle ne devienne pas une pièce de musée vide ou un trophée pour collectionneurs. J'ai senti mon cœur se serrer, mais cette fois c'était une douleur douce. Et nous voulons vous la rendre, a ajouté la femme à la photographie. Pas comme une propriété, comme une mission, un lieu où la vérité peut rester vivante. Ils avaient déjà consulté des juristes, ils avaient organisé une collecte, une somme réunie par des descendants de vies sauvées, comme un cercle qui se referme avec délicatesse. Quelques mois plus tard, la bibliothèque a rouvert. Pas avec des discours, ni des rubans à couper. Elle a rouvert comme on rouvre une maison. On dépoussière, on allume une lampe, on remet une chaise à sa place. Et sur la porte, une plaque simple, Bibliothèque Maurice, gardienne à vie, Elisa. Le jour où j'ai repris les clés, j'ai senti le métal froid dans ma paume. Le même frisson que jadis, mais sans vertige. J'ai traversé les rayonnages, j'ai respiré l'odeur du cuir, de la cire, du papier. Cette fois, ce n'était plus l'odeur d'un secret, c'était l'odeur d'une paix difficilement gagnée. Ce soir-là, j'ai refermé un livre pour la dernière fois de la journée. Le cuir a craqué doucement comme une respiration. Je me suis approchée de la fenêtre. La Seine coulait, indifférente et fidèle, et j'ai compris ce que Maurice m'avait légué, au fond. Pas une bibliothèque, un passage, un endroit où l'on apprend que la vraie héritière n'est pas celle qui reçoit, mais celle qui refuse de laisser l'injustice devenir une tradition.